Est-ce que l'Europe, actuellement, aujourd'hui, est capable d'abolir ces paradis fiscaux et d'emmener... Non, l'Europe n'est pas capable de ça, non. Bonjour François Langlais. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste spécialisé en économie, rédacteur en chef du service économie de TF1. Non, pas rédacteur en chef, éditorialiste. Alors c'est ce que j'ai lu sur votre page Wikipédia. Oui, en fait, je ne sais pas qui a écrit ça, mais c'est une erreur. Vous êtes donc éditorialiste. Absolument. Pour TF1 et LCI. On vous a... Et pour RTL aussi. Et pour RTL, on vous a aperçu sur ces radios et ces antennes. Vous êtes également l'auteur de nombreux livres, ça on n'a pas pu le manquer, sur des questions économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Nous avons rencontré ce matin Bruno Le Maire, oui, ministre de l'économie. On lui a parlé des jeunes, ces jeunes qui sont inquiets de la relance. Le gouvernement parle au contraire d'opportunités. Alors nous, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ces deux discours antagonistes. François Langlais, qui va vraiment payer ? Écoutez, je pense qu'on va tous payer l'extraordinaire croissance de dépenses qu'on a connue, qui était probablement justifiée. Je pense que Bruno Le Maire a dû le faire devant vous. On avait une crise tout à fait inhabituelle, on s'est dit on protège les revenus, on protège les emplois, on protège les entreprises. 420 milliards d'euros. Alors on les a obtenus avec un subterfuge, c'est-à-dire qu'on a fait tourner la planche à billets de la Banque Centrale Européenne qui imprime, qui crée des euros, et elle les a prêtés aux États. Alors évidemment, certains disent mais c'est un prêt fictif parce que la Banque Centrale ne le demandera jamais. Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'au total, ça charge quand même notre dette, c'est-à-dire qu'il faudra trouver un moyen de faire diminuer sa dette. Le problème de la dette, ce n'est pas un problème en soi, mais c'est exactement comme quand vous vous endettez, vous personnellement. Et il faut garder un certain rapport entre votre dette et vos revenus. Et là, le rapport il s'est déformé de façon considérable. On aura peut-être l'occasion de parler au cours de cet entretien des différents possibles revenus, des nouvelles industries qui ont pu peut-être se développer avec le Covid. Mais d'abord, pour reparler un peu dépenses, pendant la crise, beaucoup de jeunes en ont voulu au gouvernement, ont jugé tardives les mesures sociales, mais aussi économiques. On a vu ces jeunes faire la file des heures pour un repas à parfois 1 euro. Est-ce que c'était digne de la France ? Certains politiciens de gauche soutenaient la mise en place d'un revenu universel pour étudiants pendant la pandémie, comme l'a fait le Canada, Justin Trudeau, avec sa PCU, sa prestation canadienne d'urgence. François Langlais, est-ce que ça coûtait si cher que ça, un RSA étudiant, un revenu universel pour les étudiants pendant ces mois de crise ? Écoutez, on pourrait se dire, et ça a un certain fondement, après tout on a tellement dépensé qu'on n'est pas à 3 ou 4 milliards près. Parce que c'est de cet ordre-là, disons ce qu'on appelle la garantie jeune étendue à tous les 18-25. Après, il y a un autre débat à considérer quand même, en dehors des périodes d'urgence. Période d'urgence, c'est autre chose. Mais sur le fond, vous pouvez aussi vous dire, au vu de ce qu'est le RSA pour les adultes, que ça n'est pas souhaitable d'installer les jeunes dans un système qui, in fine, les met dans une forme de dépendance vis-à-vis des transferts publics. Et c'est beaucoup plus profitable d'essayer d'œuvrer à ce qu'ils aient une formation ou un emploi ou un apprentissage. Et que c'est là qu'est le sujet central. Et que de ce point de vue, si vous voulez, le revenu minimum pour les jeunes, c'est une solution de court terme qui peut avoir des effets très regrettables sur le long terme, me semble-t-il. Aussi, on peut parler un peu de futur, peut-être d'optimisme. Bruno Le Maire nous a un peu parlé ce matin de son plan de relance. On sait que vous n'êtes pas un grand défenseur du surendettement. Est-ce qu'un plan de relance à 100 millions d'euros en France, c'est d'ailleurs le plus ambitieux en Europe par rapport au pourcentage du PIB, est-ce qu'on a vu trop gros selon vous ? Là, finalement, la dépense, il faut l'apprécier évidemment en valeur absolue, et notamment par rapport aux recettes, c'est ce qu'on disait à l'instant, parce que c'est de la dette, mais aussi avec ce qu'on fait. Au fond, jeter 100 milliards à la rivière, c'est très embêtant. Utiliser 100 milliards pour créer des infrastructures pour demain, en numérique, en énergie, pour la transition climatique, c'est probablement beaucoup plus utile. J'ai l'impression quand même que cette fois-ci, on a été un peu plus vigilant que d'habitude et que la leçon des précédents plans de relance a porté. Vous n'avez pas connu ça, mais moi j'en ai connu plein des plans de relance. Et si vous voulez, dans un pays où l'offre, c'est-à-dire la capacité à produire des entreprises est insuffisante, quand vous injectez du pouvoir d'achat,
finalement, vous donnez de l'argent aux ménages qui eux-mêmes le dépensent, mais ils le dépensent en achetant des produits étrangers. Des voitures allemandes ou bien de l'électroménager chinois. C'est-à-dire que vous financez par la dette française l'activité des usines étrangères. C'est tout à fait paradoxal, c'est très regrettable. Et là, pour le coup, c'est vraiment jeter de l'argent à la rivière. De ce point de vue, là, j'observe que ces 100 milliards ont quand même été, je ne dis pas exclusivement, parce qu'il y a une partie sur la formation, mais ont été quand même dans une part significative sur l'offre. C'est-à-dire pour améliorer la capacité de production des entreprises. Ça, je trouve que c'est bien. C'est formidable parce que vous m'offrez une passerelle sur ma prochaine question. Vous parlez de Made in France, ou en tout cas de consommer un peu plus chez nous, consommer en France, produire en France. Vous défendez parfois le protectionnisme français. Est-ce que la crise Covid a modifié le modèle de mondialisation, la façon de consommer? On parlait donc du retour au Made in France fut un temps l'année dernière. Est-ce que c'était juste une passe ou ça va s'enraciner sur le long terme? Est-ce qu'on va être capable de tirer des enseignements finalement pour venir reproduire en France et se reconcentrer? D'ailleurs, il y a le Choose France actuellement à l'Élysée, je crois. Oui. En fait, je pense que, si vous voulez, ça ne se fera pas par la conviction ou la bonne volonté. La bonne volonté est un moteur assez inefficace, parce que vous prenez conscience des choses de façon momentanée et puis très rapidement la nécessité prend le pas. Mais ce que la crise a montré, c'est que la Terre n'était pas plate, qu'il y avait des bosses. Et que quand vous appuyez sur un bouton pour recevoir 50 kg de paracétamol, eh bien il arrive que ça ne réponde pas. Parce que c'est loin, c'est à 10 000 km et qu'il y a des aspérités de transport. La Chine préfère garder les produits pour elle, puis on se rend compte que finalement les principes actifs sont détenus majoritairement par 2 pays, la Chine et l'Inde. Donc on a découvert par la contrainte que la mondialisation, la fluidité dans la mondialisation était une période exceptionnelle et qu'il fallait s'équiper pour les temps un peu plus durs. Et de ce point de vue, je crois que la crise aura non pas changé les choses, mais elle aura contribué à accélérer cette prise de conscience par la nécessité, par l'expérience relativement désagréable que nous avons faite, de ne pas pouvoir avoir des masques, des tests, des vaccins, des médicaments. Et que du coup, on se rend compte qu'il nous faut aussi des semi-conducteurs. Et les pays d'Europe se battent pour essayer de récupérer les usines faites par les Taïwanais ou par les Américains, parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a là un enjeu de souveraineté économique qui est important. Alors pour financer en partie cette relance, il y a eu récemment, en tout cas peut-être pas juste pour ça, mais un accord historique trouvé par le G7, celui de la mise en place d'une taxe d'au moins 15% sur les grandes entreprises du numérique. Cette taxe historique, François Langlais, est-ce que c'est de la com ou un vrai changement de cap, une vraie victoire des États sur les GAFAM? Je crois que c'est un changement important parce que c'est la première fois qu'on on s'organise depuis longtemps pour créer un système fiscal international. De ce point de vue, c'est quand même un petit retour de ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire le fait que les gens décident tous ensemble. Dans les 10 dernières années, c'était les gros qui disaient « Attendez, je suis gros, donc je décide, débrouillez-vous ». Là, on a un système avec du dialogue, de la concertation, dans lequel la France a joué son rôle, incontestablement. Elle a été l'aiguillon de tout cela. En matière de fiscalité, la France est toujours prompte à proposer de nouvelles solutions, évidemment. Donc, sur le plan des principes, c'est une avancée. Mais après, en matière de fiscalité, le diable est dans les détails. Et tout dépend de l'implémentation, c'est-à-dire de ce que vous taxez vraiment. J'observe aussi qu'au sein même de l'Europe des 27, il y a 3 pays, la Hongrie, l'Estonie et l'Irlande, qui ont refusé ce dispositif. Donc qui voudraient continuer à pouvoir taxer moins de façon à attirer les entreprises. Ça veut dire que nous-mêmes, Européens, qui avons été incapables de nous entendre pour créer un espace fiscal harmonisé, incapables. Il a fallu que la disposition internationale votée par 130 pays s'applique pour qu'on commence à essayer d'espérer régler le truc. Et malgré ça, en Europe, la divergence semble subsister. Donc ça, alors c'est pas... Le dernier mot n'est pas dit, mais si vous voulez, ça me paraît quand même être quelque chose qui pourrait justement interdire ou empêcher en Europe l'application de ce principe. Parce que oui, c'est ça, l'Irlande, l'Estonie et la Hongrie, pour le moment, ne rentrent pas dans cette taxe d'au moins 15%. Oui.
Est-ce que Bruno Le Maire nous a confié ce matin non, il nous a dit que ce serait très humiliant pour l'Europe. Faut-il sanctionner les pays européens qui ne jouent pas le jeu comme la Hongrie ou l'Irlande? Ce serait humiliant pour l'Europe, je le dis comme je le pense. Humiliant. Et je pense que ce serait une négation des valeurs européennes. A envie en fait de les amener dans cette taxe-là. Mais est-ce que l'Europe, actuellement, aujourd'hui, est capable d'abolir ces paradis fiscaux et d'emmener justement... Non. On pense à l'Irlande qui est historique. L'Europe n'est pas capable de ça, non. Donc, Non. au final, il y aura donc cette taxation dans quasiment presque tous les pays d'Europe. Et puis les sièges de Google, de Facebook qui resteront en Irlande. Alors, je nuance quand même. Non, l'Europe n'est pas capable, c'est prouvé, c'est avéré, d'imposer quoi que ce soit en matière fiscale aux États membres, sauf s'il y a une décision à l'unanimité. Bon, par définition, l'unanimité, on ne l'a pas sur ce coup-là. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'en bonne logique, la disposition prévoit que si une entreprise va se faire taxer dans un pays à 5%, par exemple, en Irlande, Apple est même taxé à 2%. Prenons l'exemple d'Apple. Apple va se faire taxer à 2% en Irlande. En réalité, un pays comme la France est en droit, si la mesure est adoptée et installée, donc dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, un État comme la France serait en droit de demander à Apple le complément entre 2% et 15%. Ça veut dire que Apple n'aurait plus vraiment intérêt à aller en Irlande, parce que de toute façon, elle serait assurée d'avoir à régler la note derrière auprès de l'État français. De la même façon, l'Irlande n'aurait plus vraiment intérêt à taxer à 2%, parce qu'en réalité, Apple paierait 15%, mais l'essentiel irait en France. Donc, si le dispositif va jusqu'au bout, on peut imaginer qu'il y aura quand même une force de contrainte, mais là où vous avez raison, c'est qu'elle ne s'exercera pas par l'Europe, mais par la pression internationale via ce dispositif. Pour envisager, je ne sais pas si on peut envisager réellement une offensive européenne à cette économie, cette nouvelle économie. Emmanuel Macron demande 10 géants européens de la tech d'ici 2030. Comment on se débrouille pour que nos startups ou plutôt nos scale-up françaises ne se fassent pas racheter par des Américains ou des Chinois justement? C'est une question importante et très difficile. Il faut que les Français mettent leur épargne là-dedans. Mais ils ne veulent pas. Ils préfèrent l'assurance vie, le livret A, ou bien, j'exagère, je force un peu le trait. Mais fondamentalement, on est un peuple attaché à l'immobilier, de paysans, de terriens, avec toute la noblesse que ça peut avoir. Mais on n'est pas des aventureux. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde, il y a un petit groupe de gens, jeunes ou moins jeunes, qui se lancent là-dedans. Mais c'est vrai qu'ils vont bien souvent trouver le financement ailleurs. Et qu'à partir du moment où on arrive à un certain seuil, la puissance financière des entreprises américaines est telle qu'il y a peu d'entreprises européennes capables de matcher ça, et de dire attends, reste chez toi, moi je surenchéris, je te donne 10-20% de plus. Donc c'est un travail patient, mais d'une génération, et je crains qu'il ne se heurte justement aux préventions culturelles qui ne sont pas seulement françaises d'ailleurs, peut-être un petit peu moins britanniques, encore que. Mais en tout cas, on trouve les mêmes problèmes en Allemagne. Donc ça passerait par un changement de mentalité, ou en tout cas, peut-être dès le plus jeune âge, au niveau de l'éducation, essayer d'inculquer ces valeurs de Startup Nation, de prise de risque chez nos jeunes. Sûrement. Et encore, bon, ça ne vaut pas pour tout le monde. Si vous prenez une population de 100 personnes, vous aurez certainement 5 innovateurs, et puis il y en a 3 qui vont se planter, il y en a 2 qui vont réussir, et il y en a un qui deviendra multimillionnaire, parce qu'il aura plus de talent que les autres, plus de chance, il a eu plus d'opportunités, j'en sais rien, au fond c'est la vie des sociétés. Mais donc vous ne pouvez pas convertir tout le monde. Puis il y a des gens qui font le pari d'existence plus calme, et c'est le pari, le choix, et c'est leur choix, et il faut évidemment le leur laisser. On ne va pas stresser tout le monde à dire créez votre entreprise, mais il faut que ceux qui ont l'envie de le faire puissent le faire. Et c'est vrai que voilà, ça touche, comme on l'a dit, à la fois au fondement culturel, et puis à l'organisation des financements chez nous, et puis à la façon dont on considère l'innovation. Là aussi, pardon de dire un lieu commun, mais c'est vrai que l'échec dans nos pays est considéré comme très stigmatisant, alors que dans d'autres, finalement, ça n'est jamais qu'une leçon qui vous permet de rebondir et surtout d'éviter les erreurs que vous avez déjà commises. Nous, on n'est pas tellement là-dessus. Et
c'est difficile à changer. Merci François Langlais Merci à pour vous. votre temps et d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mes questions. Bon dimanche et merci aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence d'avoir permis cet entretien. Plus de 350 intervenants sur 3 jours. On a parlé économie bien sûr, mais aussi environnement, innovation, culture, éducation. Tous les replays des conférences dont celles que vous avez animées sont disponibles sur le site qui est en description. Merci à vous. Merci à vous.